Et je fais encore une petite remarque qu'on est en ligne. Voilà, on est en live. Vous voyez le public qui arrive. Entrez, entrez. On attend encore quelques minutes que tout le monde soit connecté. Voilà, ça arrive. Magnifique, toute cette technique. Eh bien, bienvenue à tout le monde. Je suis très heureuse d'accueillir cette conférence qui est présentée par Swiss Staffing et je passe directement la parole aux participants. Bien du plaisir. Merci Sophie. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Nasrat Latif et j'ai l'honneur et le plaisir de modérer cette table ronde qui, au vu des circonstances, vous le comprenez bien aussi, on le fait en version numérique avec les différents participants que je vais vous présenter dans quelques instants. Le sujet, ce sera évidemment le travail flexible. On le sait aujourd'hui, peut-être plus que jamais, cet élément-là est mis sur le devant de la scène. Alors, qu'est-ce que ça implique, notamment sur la question en lien avec la crise? Qu'est-ce que ça change concrètement maintenant, mais aussi sur le long terme? On va le voir avec nos intervenants, nos spécialistes pour évoquer ces questions. On est là pour à peu près 40 minutes. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez des questions à poser, vous avez la possibilité en bas de votre écran de poser les questions. Je serai attentif pour le relayer ensuite aux différents intervenants. En gros, si vous avez une question, n'attendez pas forcément la fin de la discussion, mais posez directement votre question dans la discussion. On les prendra au fur et à mesure. Voilà, donc bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter maintenant les intervenants. Nous avons avec nous Robin Gordon, qui est le CEO d'Interiman Group. Bonjour Robin, bienvenue. Bonjour, merci. Bonjour à avec tous. nous également Jolanta Kratinger. Bonjour à vous Jolanta. Bonjour, bonjour à tout le monde. Merci. Jolanta qui est responsable du service juridique au syndicat SINA. Avec nous également Raphaël Lalive. Bonjour Raphaël. Bonjour. Professeur d'économie. On a une petite idée à voir son background, qu'il est donc à l'université de Lausanne, vous l'aurez bien compris. Et avec nous, Boris Eicher également. Bonjour Boris. Bonjour. Responsable du service juridique chez Swiss Staffing. Alors Boris, on va commencer avec vous, peut-être juste pour poser le cadre. C'est quoi pour vous votre définition du travail flexible? Alors, il y a plusieurs définitions possibles, forcément, du travail flexible. Il n'y a pas une définition légale dans le droit suisse, vraiment, de qu'est-ce que le travail flexible. Mais il y a une sorte de consensus pour dire que ça peut être défini selon 3 axes, en fait. C'est soit par rapport au temps de travail, avec des personnes qui travaillent soit à temps partiel, soit travail sur appel, soit du temps de travail annualisé. Ça peut être défini selon l'axe du lieu de travail, donc avec tout ce qu'on connaît, le télétravail, le travail sur des open space ou finalement des endroits plus flexibles que le lieu de travail habituel. Et le troisième axe où on peut définir le travail flexible, c'est vraiment le rapport de travail lui-même entre l'employé et l'employeur, que ce soit des personnes qui travaillent sur projet, encore des personnes qui travaillent sur appel ou alors des freelances qui travaillent plus en indépendant, en fait. Donc voilà, c'est plusieurs aspects qui peuvent être pris en considération. Merci Boris Eicher. Alors on le voit effectivement que ces 3 types de définitions en fait intègrent énormément de possibilités, de statuts, de personnes. Et bien sûr, on l'a aussi vu avec cette crise, la situation finalement des travailleurs flexibles, telle que vous nous donnez cette définition, Boris. En fait, il y a énormément de gens donc, qui sont impactés et on a mis l'accent finalement aussi sur ces travailleurs-là. Peut-être avec vous, Raphaël Lalive, j'ai envie de vous demander en fait si dans votre sentiment aujourd'hui, on voit que les choses ont été accélérées. La preuve, on est aujourd'hui cette table ronde numérique. Les choses se sont accélérées, mais la question est de savoir, en fait, est-ce que c'est juste un élément qui est lié maintenant par rapport au fait qu'on devient de plus en plus flexible en raison de la crise, ou est-ce que vous pensez que c'est potentiellement une vraie tendance de fond, Raphaël Lalive? Oui, la question est vraiment importante. Il y a une situation très contrastée. Donc, j'ai reconsulté les statistiques et là, il y a un chiffre qui doit rester dans la tête, c'est à peu près 10% de travailleurs qui ont des relations de travail flexibles par rapport à leur contrat. Il y a d'autres éléments de la définition qui sont pas peut-être sondés, mais on a une grande majorité des Suisses qui travaillent dans un rapport de travail qu'on ne peut pas
qualifié très flexible. Mais justement, dans cette crise, on a fait une découverte, ça c'est le télétravail. C'est un élément qui rend plus flexible le travail inflexible de salariés, par exemple. Donc, un nombre très, très important des Suisses a pu et dû travailler depuis la maison. Et ça, c'était difficile pour les uns et les unes parce qu'ils avaient des enfants en bas âge. Et puis, les écoles ont aussi balancé le travail de prise en charge de ces petits êtres humains à la maison. Donc, on avait une surcharge de travail qui était couplée avec le télétravail. Ça n'allait pas très bien. Mais pour ceux qui avaient déjà des enfants qui pouvaient être autonomes ou monoparentales, le télétravail, c'était une manière de travailler flexible et ça peut donner le goût aux personnes soit de demander ce télétravail, cette flexibilité aussi dans des rapports de travail qui ne sont pas vraiment très flexibles, ou d'entreprendre et de commencer à se former une boîte à eux-mêmes et devenir indépendants même, hein, aller plus dans l'indépendance. Voilà, ce qui n'était peut-être pas concevable ou difficilement concevable, elle est d'un coup devenue, notamment effectivement avec le télétravail et la volonté peut-être de plus d'indépendance. Romain Gordon, est-ce que ça, chez Interiman, c'est quelque chose que forcément, j'imagine, vous constatez aussi, cet élément-là. Du côté des clients, comment ça se passe, en l'occurrence des entreprises? Là, on parlait plutôt des travailleurs. Quid des entreprises, Romain? Alors, je dirais que globalement, les échos que nous avons de nos clients sont positifs par rapport à l'exercice du télétravail. Ça a été un exercice globalement plutôt réussi. Je pense que beaucoup d'entreprises, la nôtre également, ont décidé d'inscrire des notions de télétravail dans leur ADN. Pourquoi? Simplement parce que ça a fonctionné. Évidemment, on parle de travailleurs, je dirais, du tertiaire, hein, parce qu'évidemment, dans un contexte autre comme la production, la logistique ou la construction ou encore les soins ou l'hôtellerie-restauration, évidemment, on a peine à imaginer assurer ces services depuis la maison. Donc, il faut évidemment nuancer. Une grande partie de la population active en Suisse ne pourra pas recourir au télétravail simplement parce que leur outil de production n'est pas déplaçable. L'autre élément aussi que l'on voit, Jolanta Krattinger, on a été frappé de voir, en fait, de découvrir à quel point, d'une partie, on avait en Suisse finalement beaucoup de personnes qui étaient dans une situation de travail flexible et surtout, d'un côté, la précarité de certains travailleurs flexibles. Du point de vue du syndicat que vous représentez, est-ce que c'est peut-être là l'élément le plus révélateur pour le travailleur flexible, d'une partie, en tout cas des travailleurs flexibles, qui a révélé la crise? Oui, effectivement, on a constaté que dans certains domaines où justement on a affaire, par exemple, avec le travail sur appel, les travailleurs n'étaient pas forcément bien protégés. C'est souvent les salaires qui sont relativement bas. Donc, c'est les gens qui n'ont pas éventuellement pu constituer les réserves financières. Puis, c'est vrai qu'au niveau de garantie d'emploi, ces personnes-là se sont retrouvées dans les situations où il n'y avait pas assez de travail et puis il n'y avait pas de garantie de l'employeur de verser le salaire en cas d'empêchement. On a pris des mesures pour, par exemple, étendre le travail des RHT aussi au personnel qui, dans les conditions normales, n'en bénéficiaient pas. Mais c'est vrai que c'était vraiment les mesures d'urgence. Puis c'est aussi nous qu'on avait demandé cette extension. Est-ce qu'on peut dire, Jolanta Krattinger, qu'il y a une vraie fracture sociale au sein des travailleurs flexibles? Parce que d'un côté, ce que nous disait d'ailleurs à l'instant Robin, c'est qu'en fait, il y a une partie des travailleurs du tertiaire qui peuvent se permettre d'être en télétravail, donc d'avoir un certain confort. Puis il y a d'autres travailleurs flexibles. On se souvient évidemment tous de ces images qui ont beaucoup choqué à Genève, de ces personnes précaires qui ont été chercher des sacs de courses qui étaient offerts. Est-ce qu'on assiste aujourd'hui à un fossé qui se creuse entre une partie des travailleurs flexibles et l'autre? Oui, effectivement, bien sûr, on a des métiers où, disons, travailler à la maison, enfin, s'organiser soi-même, c'est un avantage. Par contre, pour le reste de la population, pour les travailleurs flexibles, comme on dit, c'est vrai que s'ils n'ont pas garantie de salaire et puis ils ne savent pas ce qu'ils vont toucher à la fin du mois sur le compte, c'est des situations de précarité que voilà, on ne peut pas accepter. Romain Gordon, vous souhaitez réagir?
Oui, ce qu'on a constaté à Genève, et c'était vraiment, je dirais, déplorable de voir à quel point a surtout relevé des notions de travail au noir, hein. La Genève internationale, euh, je dirais, enfin, permet une certaine situation en matière de personnel étranger ou autre extrêmement précarisée. Et clairement, il faut parler de travail au noir. Ces personnes ne sont pas assurées, ne sont pas déclarées. Et évidemment, ce contexte-là est absolument inadmissible. Et on doit entreprendre toutes les mesures pour éliminer le travail au noir en Suisse, qui représente encore aujourd'hui, estimation SECO, plus de 40 milliards de masse, entre guillemets, salariale. Est-ce qu'on peut parler de salaire dans la mesure où il n'est pas déclaré ou de revenus? Mais ça, c'est effectivement un grand problème qui a été révélé et contre lequel tous nous devons lutter. Le travail au noir est quelque chose d'absolument intolérable dans une Suisse développée telle qu'aujourd'hui. Et ça, Boris Escher, c'est un enjeu, on le comprend bien, majeur, un véritable rôle social, j'ai envie de dire, que doivent jouer les employeurs. Alors, j'utilise le terme employeur, on comprend bien que ce n'est pas forcément le terme exact pour tous les travailleurs flexibles, on y reviendra d'ailleurs. Voilà, ça, la lutte contre le travail au noir, c'est aussi quelque chose qui a été révélé, accentué par la crise. Boris Escher. Ouais, je voulais juste réagir par rapport à ce qui a été dit avant en lien avec la question de la précarité en fonction des métiers. On a constaté aussi pendant la crise que la question de la précarité et les aides possibles étaient aussi très liées à la forme, à la forme de travail dont les personnes bénéficiaient. En fait, on s'est rendu compte que finalement les indépendants et peut-être les flex workers étaient beaucoup moins bien protégés que, par exemple, des travailleurs temporaires qui, pendant la durée du coronavirus, ont pu bénéficier de l'extension des RHT, par exemple. En fait. Donc, c'était vraiment très lié à la forme contractuelle dans laquelle les personnes étaient engagées. On se rend compte dans ce cadre du travail flexible, en fait, que la distinction entre la forme des rapports de travail est vraiment très importante pour ensuite pouvoir tirer les conséquences des effets de la crise. En fait. Et en lien avec la question du travail noir, ben c'est tout à fait ça, en fait. C'est une des responsabilités de l'employeur. On va, je pense, en parler aussi après avec toutes ces questions des plateformes, en fait, de s'assurer vraiment qu'on ait des rapports de travail qui sont dans le cadre juridique suisse. Et dans ce cadre-là, on s'est aussi rendu compte que le recours au travail temporaire, qui est vraiment très régi par la loi et par la convention collective, permet vraiment d'échapper à ce travail au noir, en particulier dans certains secteurs. Alors justement, je vous propose de venir sur ces différents types de travail flexible, et en particulier ce que vous évoquez, Boris, sur finalement ces collaborateurs qui deviennent pour certains des salariés de ces plateformes. Alors on pense bien sûr à Uber Eats, Batmaid par exemple, qui a annoncé qu'à partir du 1er janvier, une bonne partie des agents d'entretien justement de Batmaid allaient être salariés en raison justement de la crise, puisqu'ils n'ont pas obtenu les RHT. Du côté de Genève, on apprend que Uber Eats, sur décision de justice, en fait, va salarier aussi ses livreurs. Raphaël Lalive, là, est-ce qu'on est en train de finalement, alors potentiellement de revoir le modèle d'affaires de ces plateformes, mais on a là un véritable enjeu de société. On attend d'ailleurs, je le précise, la décision du tribunal fédéral concernant Uber au niveau suisse. Est-ce qu'on est en train de changer de paradigme par rapport à ces plateformes, selon vous, Raphaël Lalive? Alors, à mon avis, on est en train de changer parce qu'on doit. Et ça, c'est à cause de l'attitude en Suisse que la protection sociale n'est que offerte au travail très, très bien, des rapports de travail qui sont bien élaborés dans la loi. En soi, ça, c'est une bonne chose parce que protéger, c'est un besoin qu'il faut. Justement, pendant ces crises, on a vu qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas financer un prochain loyer. Donc, il faut qu'on ait une protection sociale. Ce qui gêne aussi, c'est que cette protection sociale soit couplée au rapport de travail. Et ça, c'est déplorable. Pourquoi? Parce qu'on ne peut plus innover. Uber, par exemple, j'ai eu des contacts, je n'étais jamais payé par eux, mais ce que Uber voulait faire en Suisse, c'est d'offrir des assurances à leurs indépendants, l'assurance de perte de gain, assurance maladie.
Mais ceci n'était pas possible en Suisse par un choix politique. La protection sociale n'est que offerte à la forme, disons, un peu ancienne de travail, où on a des salariés, on a des dirigeants, on est tous dans une entreprise et ça, c'est un peu inflexible. Et le fait que maintenant les plateformes viennent et engagent leurs indépendants comme salariés, c'est un bon signe pour les personnes qui sont touchées parce qu'ils peuvent bénéficier de la protection. Mais c'est un mauvais signe pour la Suisse comme une place innovante qui peut créer des emplois, de nouvelles formes de rapports de travail dont nous aurons besoin dans un monde qui se veut plus flexible. Voilà, ça c'est un sujet effectivement très important de débat. Alors d'un point de vue juridique, politique, vous l'avez dit, effectivement aujourd'hui il y a deux statuts, un statut de travail, rapport de travail dépendant, salarié, ou indépendant. Il n'y a pas vraiment d'entre deux, c'est l'une ou l'autre de ces catégories. Et qu'on comprend bien, Raphaël Lalive, que dans votre point de vue, vous optez plutôt pour dire qu'il faut une troisième option. En tout cas, il faut revoir la législation pour permettre, dans l'idéal, justement, à ces nouveaux acteurs de s'intégrer et d'amener ces innovations. Robin Gordon, votre point de vue dans ce débat, finalement, est-ce que, en gros, il faut rester comme on est et être sur un pied d'égalité, ce qu'on peut entendre aussi, de dire finalement, ces acteurs doivent s'adapter, la loi existe, ils s'adaptent à l'une ou l'autre des catégories, ou au contraire, vous rejoignez Raphaël Lalive, Robin Gordon, en disant il faut une solution, entre guillemets, sur mesure. Alors, dans le contexte légal actuel de la Suisse en matière de travail, en fait, une brèche est en train de s'ouvrir, c'est celle qu'on appelle le portage salarial, en fait, qui permet, je dirais, dans l'esprit de l'indépendant, finalement, de décrocher lui-même ses mandats, de décrocher lui-même son travail, de passer par une plateforme qui va le salarier le temps de son mandat et qui lui permet à la fois de concilier flexibilité souhaitée, on est vraiment dans un contexte où c'est un choix de l'individu, tout en bénéficiant de couverture sociale. Ça s'inscrit dans ce qu'on appelle techniquement la loi sur les services de l'emploi, qui définit également le travail temporaire, ce qui signifie que cette personne, tout en étant totalement indépendante dans son quotidien, il gère lui-même son agenda, il décroche lui-même ses mandats, est assuré, bénéficie d'un accès, par exemple, au chômage en cas de période difficile, puisqu'il conserve légalement un statut de travailleur. Donc, je dirais ce compromis qu'on appelle en Suisse portage salarial est en train de se développer assez rapidement. Nous nous sommes positionnés également par rapport à ça. Et finalement, dans la pratique, on constate que ça concilie vraiment, je dirais, le souhait de l'indépendant de gérer seul son agenda avec une couverture sociale. Et on verra dans le temps si ce modèle correspond à un besoin. Ce qu'on constate, c'est que les jeunes générations cherchent, évidemment pas la majorité, mais une partie croissante de la jeune génération cherche de la flexibilité dans un but d'un meilleur équilibre selon leur définition entre le travail et les loisirs. Et voilà, on doit répondre aussi à cette demande croissante. Je crois qu'on est dans une situation où il y a des collaborateurs qui cherchent une certaine stabilité dans leurs revenus et d'autres qui cherchent un équilibre qui leur permet de choisir librement quand c'est qu'ils vont travailler et quand c'est qu'ils décident de faire autre chose. Je propose qu'on s'arrête un instant sur ce que vous venez de dire, Romain Gordon. Si je vous comprends bien, on ne peut pas avoir les deux concernant cette jeune génération, c'est-à-dire on ne peut pas avoir une vraie conciliation vie privée, vie professionnelle et un revenu régulier. Alors, ce qu'on constate, et ça me remonte souvent des agences, parce qu'on a souvent affaire à des jeunes diplômés ou étrangers qui arrivent sur le marché du travail en Suisse. Ce qui les tétanise souvent, c'est quand ils vont entendre qu'ils ont droit à 4 ou 5 semaines de vacances par année. Donc, cette espèce d'angoisse de passer dans ce monde où finalement c'est un monde où on m'impose un certain nombre de choses dans mon équilibre de vie ne me correspond pas. J'ai relevé que sur les 30 dernières années, l'âge moyen du mariage est passé de 25 à 31 ans en Suisse. Et c'est à peu près le même parallèle qu'on peut faire avec l'âge de la mère au premier enfant. On est passé en 30 ans de 25 ans à 31 ans. C'est 6 années supplémentaires où finalement, on n'est pas encore tout à fait figé dans sa vie familiale qui souvent va imposer un revenu beaucoup plus régulier, beaucoup plus prévisible.
Et ces 6 années supplémentaires, ben, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une part croissante et c'est souvent des personnes extrêmement qualifiées qui clairement nous disent « Offrez-moi le moyen de pouvoir moi-même influencer les moments où je travaille et les moments où je ne travaille pas. » Si je prends par exemple les secteurs de l'hôtellerie-restauration ou du médical, on a une part de nos collaborateurs temporaires, une part majoritaire cherche encore un poste fixe, mais une part croissante nous dit je vous communique mes jours de disponibilité et en même temps je vous communique les jours où je ne souhaite pas être disponible parce que je préfère typiquement aller skier un lundi et un mardi plutôt qu'un samedi et un dimanche parce que ces jours-là, les abonnements de ski sont moins chers, il y a moins de monde sur les pistes. Ils reprennent vraiment en main leur agenda. Et la grande conséquence par rapport à ces demandes croissantes, c'est le digital. Ces personnes veulent pouvoir annoncer leur disponibilité, accepter des missions, des mandats, en gros sur leur smartphone. Donc toute la branche a été mise sous pression pour répondre justement à une demande croissante des collaborateurs qui souhaitent beaucoup plus de flexibilité et de facilité dans la gestion de leur agenda et de leur disponibilité. Sur ce point-là, Jolanta Krattinger, qu'est-ce que ça change concrètement du point de vue de l'employé, hein, notamment sur la question de la protection sociale, d'être aussi flexible ou simplement aussi au niveau de son bien-être? Parce qu'on entend aussi, attention, oui, c'est bien de pouvoir être libre et être flexible, mais ça ne veut pas dire forcément qu'on va travailler mieux ou moins bien. C'est à double tranchant, cet élément-là aussi, Jolanta Krattinger. Oui, effectivement. Bon, déjà, première remarque, c'est que ces nouvelles formes de travail correspondent surtout aux personnes qui sont bien qualifiées, qui peuvent elles-mêmes décider justement quand elles vont travailler ou pas. Maintenant, qu'est-ce que ça change au niveau de surcharge de travail? C'est que on a aussi constaté que ces personnes doivent être disponibles, quand elles travaillent, elles sont disponibles tout le temps. Par les nouvelles technologies, on doit être joignable partout, à n'importe quel moment. Bien sûr, c'est aussi pratique si on peut décider nous-mêmes quand on peut déclencher notre ordinateur, voire le téléphone. Mais c'est aussi, on n'arrive plus à poser les limites entre ce qui est travail ou la vie privée. C'est aussi, on s'est malheureusement rendu compte que pour les personnes qui travaillent en office, la ligne, elle est devenue un peu floue. C'est aussi un problème au niveau du contrôle des heures de travail parce que finalement, même si on travaille à la maison, à quel moment on s'arrête? Au niveau de la santé des travailleurs, ce n'est pas forcément indiqué on doit avoir une coupure. C'est ce qu'on a remarqué. Et c'est un élément effectivement qui est relativement, assez souvent relevé. Raphaël Lalive, on a entendu tout à l'heure l'aspect, on l'entend aussi jeune, la nouvelle génération. On comprend que là, on parle de travailleurs relativement bien qualifiés. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un fossé générationnel ou c'est un préjugé sur ces questions-là? Finalement, une génération qui a l'habitude d'avoir des horaires fixes et puis qui a l'habitude d'être, quand on est cadre, disponible finalement en dehors des heures de travail. Puis certains qui disent « Ah non, mais moi, à partir de telle heure, je ne suis plus joignable et c'est comme ça ». C'est un élément générationnel ou ça, c'est faux de le penser? Raphaël Lalive. Effectivement, quand j'ai un peu creusé les données statistiques de l'OFS, j'ai découvert qu'il y a une génération 15 à 24, donc la plupart étaient encore dans l'apprentissage et tout. Donc ça, c'est la génération qui a diminué de statut avec un contrat indéterminé de 80% à 76%. C'est 4% de diminution. Donc ça, c'est la plus grande évolution dans la stabilité de rapport de travail que j'ai pu trouver. Alors, ça rejoint ce que vous avez dit, M. Gordon, c'est effectivement une nouvelle génération qui se prépare. Nous, on est aussi, c'est des étudiants qui sont dans nos salles. Ils ne posent pas les questions comment est-ce que je peux devenir un manager qui touche le plus haut revenu. Ils posent plutôt les questions comment est-ce que j'arrive à m'intégrer dans une ONG qui va changer le monde. Donc, c'est une génération qui a pour vocation de travailler sur les valeurs, sur le futur, sur la modification de un peu tout le modèle qu'on a élaboré, qui a bien tourné, qui est maintenant en crise. Et ce n'est pas tout le monde non plus, c'est clair.
c'est des têtes d'affiche de cette génération qui vont aussi passer peut-être en Parlement, mais c'est quand même un changement de culture que j'ai pu constater dans les 15 ans que j'ai enseigné ici. Ça a changé dans ce temps. Donc, ce qui me frappe avec votre intervention, Monsieur Gordon, de nouveau, c'est d'entendre que les entreprises, en fait, ils calibrent les modèles de travail à cette nouvelle génération. Et peut-être autrefois, c'était différent. On attendait, ouais, tu es jeune, tu t'intègres, tu fais comme nous. Mais maintenant, on se demande, comment est-ce qu'on fait pour attirer cette nouvelle génération? Et on a introduit des outils pour gérer le travail. Et ça, c'est juste un constat que j'ai fait et ça m'a surpris dans cette intervention. Mais je peux bien m'imaginer qu'on le fasse parce que on est tous en train de chercher donc les entreprises, ils vont toujours être alimentées par un flux de personnes qui viennent, qui sont jeunes, qui vont introduire les nouveautés. C'est ça. Ouais. Alors, juste avant de passer la parole à Romain Gordon, je m'adresse aux spectateurs qui sont avec nous et qui nous suivent. N'hésitez pas, si vous avez des questions à poser à l'un ou l'autre des intervenants, à le faire par écrit en bas de votre écran. Je les relais très volontiers. Romain Gordon. Oui, je rebondis sur ce qu'a dit Yolanta tout à l'heure, et c'est vrai, la grande difficulté aujourd'hui, c'est de définir des périodes où on travaille et des périodes où on ne travaille pas. Ça met beaucoup de pression finalement également sur l'employeur, puisque avant, en présentiel, vous imaginiez votre collaborateur derrière son écran, puis vous partiez du principe qu'il travaillait. Et puis maintenant que tout ça devient beaucoup plus digital, beaucoup plus furtif, il faut évidemment être en mesure de quantifier le travail différemment. Et il y a une autre problématique sur cette séparation travail-loisir ou travail-non-travail, et c'est justement cette jeune génération qui nous amène ce défi. Regardez comment, si vous avez des enfants ou regardez les jeunes générations, comment elles étudient, comment elles préparent leurs examens ou autres. Ils ont 3 écrans allumés et ils basculent en permanence de YouTube à Facebook à leurs études. Et c'est une espèce de zapping intense permanent qui fait qu'en arrivant sur le monde du travail, donc je parle de qualifiés, il est difficile pour eux d'imaginer ces plages où ils sont 100% en train de travailler, contrairement à 100% je ne travaille pas. Parce que la technologie fait qu'aujourd'hui, tout s'interagit en permanence et c'est extrêmement difficile pour eux, même dans leur logique je dirais, de vie. Ils sont en permanence en train d'osciller entre différents environnements et ils peuvent basculer très rapidement d'un environnement à l'autre. Et ça, ils aimeraient pouvoir le conserver. Alors, c'est vrai que c'est un défi pour l'employeur d'imaginer à un moment donné de voir son collaborateur sur son Facebook plutôt que sur son tableur Excel. Mais c'est des choses qu'on va devoir apprendre à accepter. Hein. Et c'est quelque part un petit peu du donnant-donnant. J'accepte l'idée qu'à tout moment, tu sois sur ton Facebook, sur ton ordinateur, que tu sois à la maison ou pas, mais quelque part, accepte aussi l'idée que si tu dois répondre à un email à 19h, c'est peut-être pas la fin du monde. Et on se rend compte que finalement, c'est pas la fin du monde pour eux non plus, puisque tout s'interagit sur la journée du matin au soir entre je suis dans un environnement privé Facebook, je suis tout d'un coup dans mon environnement de travail, et ils aiment quelque part justement être toujours dans le réactif et basculer très rapidement d'un environnement à l'autre. Et c'est un défi clairement qu'on doit relever en termes d'acceptance, puisque c'est quand même quelque part aussi une demande. Voilà, c'était juste un point que je voulais rajouter. Et Boris Escher qui souhaite réagir. Oui, pour réagir à ça, on peut que confirmer finalement cet élément. On a fait avec Swiss Staffing aussi une étude sur les motifs et les attentes des nouveaux travailleurs flexibles. Et sur cette question du temps de travail, on s'est rendu compte que finalement, il y a vraiment ce besoin d'avoir un temps de travail plus flexible, ce qui implique aussi de manière juridique et législative une flexibilisation du temps de travail en Suisse. En fait, on ne pense pas que le grand problème, ce soit vraiment une surcharge du temps de travail, mais on a actuellement typiquement une loi sur le travail qui prévoit un temps de travail maximum par semaine. Et on s'est rendu compte, en fait, dans les différentes enquêtes qu'on a faites, que les travailleurs ne travailleraient pas forcément, enfin les travailleurs flexibles ne travailleraient pas forcément plus qu'avant, mais qu'ils ont besoin finalement de plages plus larges pour pouvoir produire leurs prestations, justement parce qu'ils ont d'autres intérêts et une envie vraiment de pouvoir concilier le travail avec d'autres activités.
Jolanta Krattinger, ce que nous dit Boris Escher, c'est flexibilité du travail implique une flexibilité du droit, finalement. Oui, mais bon, déjà par rapport à ce qui a été dit, je voulais juste ajouter une petite remarque, c'est qu'on ne doit pas oublier aussi l'aspect lié à la santé, parce que finalement, qu'on veut être plus flexible, plus libre, mais finalement par cette flexibilisation et puis ce manque de coupure entre la vie privée puis la vie professionnelle, est-ce qu'on ne va pas trop loin dans certaines situations, puis oui, il faudrait quand même s'interroger par rapport à cette question de santé. Par rapport aux dispositions légales, effectivement, donc on doit trouver des dispositions qui, pour l'instant, à l'état actuel, on peut appliquer aux nouvelles formes parce qu'on ne les connaît pas, donc ce sera plutôt au législateur éventuellement de penser aux nouvelles dispositions, mais c'est vrai qu'on jongle un petit peu entre les articles qu'on a, entre la jurisprudence, mais dans certaines situations, on ne trouve malheureusement pas de règles strictes qu'on pourrait appliquer à telle et telle forme de travail. On arrive bientôt au terme de cette discussion. J'aimerais qu'on aborde un élément qui n'a pas été discuté jusqu'à présent, c'est qui dit flexibilité. Si on prend le temps de travail, par exemple, une baisse du temps de travail, on le sait, on le voit, par exemple, typiquement avec certaines catégories de personnes, ça a des implications sur la prévoyance professionnelle. Et ça, j'aimerais l'aborder justement avec vous, Jolanta Krattinger. Ça, c'est un élément qui est quand même important, parce que si on dit je veux, par exemple, être plus flexible, travailler moins, forcément, ça a des implications importantes sur sa prévoyance professionnelle. Et il y a d'ailleurs en ce moment la révision de la LPP aux chambres qui est en cours. C'est un élément qui, j'imagine, de votre point de vue, est particulièrement important. C'est très important parce que si on regarde les contrats de travail, surtout à temps partiel, on se rend compte que certaines catégories des travailleurs, puis surtout des femmes qui travaillent à temps partiel, qui n'arrivent pas à atteindre le seuil de la prévoyance professionnelle obligatoire. C'est pour ça que, de notre point de vue, la révision de la LPP doit aussi contenir la baisse du seuil d'admission. Ça permettrait effectivement aux gens qui veulent travailler aussi de manière flexible, qui peut-être renoncent à une partie du revenu, un peu plus de temps libre, mais qui soient quand même couverts en cas d'invalidité, décès, et puis à un moment donné à la retraite. Naturellement. Boris Escher, est-ce que nous dit Jolanta, le fait de, par exemple, baisser ce seuil pour l'entrée à la LPP, est-ce que c'est une manière, selon vous, d'intégrer ces nouvelles formes de travail dans la révision de la LPP? Oui, tout à fait. Ça confirme aussi une solution que Swiss Staffing, avec les partenaires sociaux dans le cadre de la convention collective de l'allocation de services, ont déjà développé depuis plusieurs années. C'est le fait de finalement abaisser ce seuil annuel qui est prévu dans la LPP sur un niveau horaire, ce qui permet aux personnes qui travaillent par le biais de l'allocation de services d'être globalement assurées pour la LPP dès la première heure de travail, vu qu'on abaisse ce seuil directement sur le salaire horaire et qui leur permet vraiment d'avoir beaucoup moins de pertes en lien avec le deuxième pilier. Donc ça, c'est quelque chose qui, à notre avis, une telle solution devrait vraiment être reprise dans les discussions sur la révision de la LPP. Alors, on arrive au terme. J'aimerais juste encore donner la parole à Robin Gordon et puis on terminera avec Raphaël Lalive. Robin, ce que vous avez évoqué, ce qui a été dit dans le rapport entre employés et salariés, collaborateurs et patrons, on comprend que les entreprises doivent s'adapter de plus en plus à leurs employés. Jusqu'à quel point, selon vous, est-ce que les employeurs sont prêts à aller, et en particulier auprès de quel profil est-ce qu'ils sont prêts à aller très loin au niveau de leur adaptation et de leur flexibilité, Robin Gordon? Alors, je dirais que sur le long terme, les entreprises n'auront pas d'autre choix que de s'adapter aux jeunes générations, puisque les plus anciennes, tôt ou tard, vont disparaître du marché. Et ces jeunes générations, je veux dire, c'est notre main-d'œuvre. Donc, les employeurs vont naturellement devoir s'y adapter et ça va être, à mon avis, très disruptif. Ça va être très lourd. Parce que quand on voit véritablement quelles sont les attentes des jeunes générations, les conséquences ne sont pas négligeables sur les employeurs. Justement, je vous parlais avant de la qualification de travail, finalement. C'est peut-être plus facile en production que pour le tertiaire, mais comment est-ce que je quantifie le travail réalisé de collaborateurs que finalement je n'ai plus sous les yeux, puisqu'ils sont peut-être en télétravail ou sous d'autres formes de flexibilité,
Et ça, évidemment, c'est clairement un défi. Parce qu'en même temps, évidemment, on a défini qu'un travail doit être fait, mais le gros challenge, c'est d'adapter l'environnement et le rythme de travail à ce que demande le collaborateur. Et finalement, ce sera sur le long terme de lui dire, voilà le travail que je te confie et voilà pour quel délai j'aimerais qu'il soit réalisé. Et finalement, après, je vais te laisser une grosse marge de manœuvre sur la manière dont tu vas pouvoir le réaliser. Si tu as envie de le faire à 6 heures du matin avant d'aller faire ton squash à 7 heures, finalement, je vis avec, c'est ton choix. Mais par contre, j'ai des attentes sur le travail à fournir finalement. Donc, je pense qu'on va quitter cette tendance un peu paternaliste de finalement vouloir tout contrôler dans la manière dont le travail est fait, vers une notion plus liée, je dirais, à la confiance simplement dans son collaborateur, mais ce qui nécessite évidemment d'avoir d'autres moyens de mesure du travail effectué, autre que de constater que son collaborateur est physiquement assis à son poste devant son écran et partant de là, j'imagine qu'il travaille. Et ça, évidemment, c'est un gros challenge pour les employeurs sur le long terme. Et pour conclure, je relèverai en fait changement de culture qui a été évoqué. C'est quelque chose de disruptif. Vous venez de le dire à l'instant, Robin Gordon, et ça aura des conséquences très lourdes. Raphaël Alive, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, à plus forte raison après la crise, le choc que l'on a eu dernièrement, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui on est à un tournant véritablement au niveau des rapports de travail dans la société? J'aurais tendance à dire oui, mais je pense que je suis un peu plus réaliste actuellement. J'ai hier parlé à une personne à Crédit Suisse sur les conséquences à long terme de la crise. Et à mon avis, ce sont celles où on a tous ensemble vécu quelque chose de nouveau et on a constaté que ça marche. Un exemple, le télétravail. Mais même pour le télétravail, je ne suis pas sûr parce que nous sommes tous restés à la maison, nous avons tous allumé nos ordinateurs, on était tous dans une séance comme ici où chacun est chez soi, on parle et on est en situation égale. On va maintenant, une fois que cette crise sera terminée, peut-être en 2022, on aura une situation où c'est plus compliqué parce qu'on aura le hybride. Une personne veut faire le télétravail et ne vient pas à la séance. Tous les autres se fâchent parce que de toute façon, on ne peut pas entendre ce qu'elle dit et tout. Donc, il faut découvrir de nouvelles modes de travail. C'est un changement de culture. Et ça va être rude, même pour une découverte qu'on a faite qui vraiment a été pour l'ensemble de beaucoup d'entreprises, une découverte positive. Donc, qu'est-ce qui va rester de cette crise? Des aspects qu'on a découverts ensemble, qui étaient nouveaux, qui n'étaient pas découvrables parce qu'il fallait juste aller au-delà de notre cadre normal, un petit peu. Donc, elle nous a poussés. Mais il y a beaucoup de choses qui se sont passées parce que, par exemple, la réduction de mobilité. Là, je peux m'imaginer pour les universités, par exemple, on a découvert que des conférences, elles peuvent se faire comme ici. Ce n'est pas la même chose qu'une vraie conférence parce qu'on interagit beaucoup moins bien, mais parfois, pour moi, ça fait du sens de ne pas prendre l'avion. Et j'attends même que l'Uni me dise, tu as 2 vols par année que tu peux faire et ça, c'est tout. Parce que cet aspect-là va peut-être aussi rester parce qu'on a découvert que les conférences, on peut les faire en ligne parfois, si c'est des gens du monde entier. Pour les rapports de travail, moi je vois qu'on a redécouvert que la protection sociale, elle est énormément importante. Et je suis très content de voir qu'on élargit cette protection. À Genève, on a un salaire minimum qui est le plus haut du monde, qui a été voté la semaine passée, peut-être aussi sous l'impression de ces images de personnes qui n'étaient pas protégées pendant la crise. Donc ça, c'est des aspects très, très positifs. On aura une tendance pour le travail flexible dont on discute, mais cette tendance va changer le travail en Suisse plus graduellement que cette crise. On ne va pas tous être indépendants demain.
Ça prendra un peu plus de temps, évidemment, si Ouais. on part sur cette direction-là. Merci beaucoup, Raphaël Alive. Je rappelle, vous êtes professeur d'économie à l'Université de Lausanne. Avec nous, il y avait également Robin Gordon, le CEO d'Interiman Group, Yolanta Kratinger, la responsable du service juridique auprès du syndicat SINA, et Boris Escher, le responsable du service juridique, mais du côté de Swiss Staffing. Messieurs, madame, un grand merci pour votre participation. On arrive au terme de cette table ronde. Merci à tous les spectateurs qui nous ont suivis. Et puis, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne suite de journée. À très bientôt. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir.